parler. Mesdames et messieurs, la solidarité inconditionnelle jusqu'à quand? C'est David Abiker qui va en parler avec vos invités. Merci de les accueillir sur ce plateau. Xavier Bertrand, Sophie Boissard, Thomas Beberle, Gilles Berset, Jean-Pierre Farandou et Christelle Thieffin, s'il vous plaît. Applaudissez nos joueurs qui rentrent sur le central de Roland-Garros. Xavier Bertrand, le président de la région de France, Sophie Boissard, la directrice générale du groupe Clariane, Thomas Weber, le directeur général administrateur d'AXA, Gilles Berset, professeur d'économie à DOA Business School, Jean-Pierre Farandou, notre ministre du Travail et des Solidarités, et Christelle Thieffin, présidente de la CFE-CGC, au micro de David Abiker. Mesdames et messieurs, on est ravis de vous recevoir. Soyez bienvenus à cette rencontre des entrepreneurs réunis pour vous écouter. Cher David Abiker, on a 45 minutes pour répondre à une question essentielle. Je vous laisse la main. Soyez tous les bienvenus. 45 minutes, on nous avait vendu 1h15, 4 intervenants, nous sommes 6, on a 3 quarts d'heure. Le courage, c'est d'accepter et de le faire quand même. Mesdames et messieurs, voici les intervenants avec la problématique. Vous pouvez les applaudir. Une société peut-elle durablement servir des droits sans interroger les devoirs, les contreparties et les capacités de financement? Jusqu'où la solidarité demeure-t-elle un ciment collectif et à partir de quand devient-elle un facteur de découragement ou de déséquilibre? C'est toujours les mêmes qui bossent. Comment préserver la solidarité sans fragiliser l'incitation au travail, la responsabilité individuelle et la soutenabilité du modèle social? Tout ça en 2 parties avec une synthèse. Gilles Berset, je commence avec vous, économiste. Notre système de solidarité santé-retraite-dépendance, pour ne prendre que cela, est-il en bout de course et surtout comment garantir dans l'avenir son financement? La campagne présidentielle est lancée, il y a déjà des sujets dans l'air du temps. Ce matin dans Le Parisien, la TVA sociale, la désindexation des retraites, etc. etc. Une réforme des retraites derrière nous avortée et qui a laissé des traces et des cicatrices. C'est un peu à vous de poser le tableau. Merci, bonjour à tous. Alors pour commencer, peut-être quelques chiffres sur la protection sociale et sur notre système social. Quand on se compare avec d'autres pays, comme les pays nordiques et scandinaves, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, on voit que la dépense sociale par habitant est en France tout à fait comparable à celle de ces autres pays. À peu près 1 000 € par mois et par habitant. 1 000 € par mois et par habitant. Donc, ces pays n'ayant pas de difficulté, en quelque sorte, de soutenabilité de leurs finances publiques, pourquoi la France rencontrerait, elle, pour un même coût par habitant de la dépense sociale, de son modèle social, pourquoi la France rencontrerait, elle, des difficultés? Eh bien maintenant, quand on regarde ces dépenses sociales exprimées en pourcentage du produit intérieur brut, là, on voit qu'il y a une grosse différence. En France, on est à 32-33% du produit intérieur brut de dépenses sociales, alors que dans les autres pays, c'est beaucoup, beaucoup plus bas. Comment on peut expliquer ce paradoxe? Dépenses sociales équivalentes, modèle social équivalent en termes de dépenses par habitant, mais par contre, ça siphonne une part de notre revenu national beaucoup plus importante en France que dans d'autres pays, ce qui pose évidemment la question de la soutenabilité. Eh bien, c'est tout simplement parce que la France, dans le club des pays riches, est un pays pauvre. La France a un produit intérieur brut par habitant qui est inférieur de 15% à celui des pays nordiques et scandinaves, à celui de l'Allemagne, de 20 à 25% à celui des Pays-Bas. Nous sommes un pays pauvre dans le club des pays riches qui veut avoir un modèle social de pays riches. Et donc on a des problèmes de financement, bien sûr. Et pourquoi on est un pays pauvre? Eh bien parce qu'on travaille beaucoup moins. Et le principal décalage par rapport à ces pays nordiques, scandinaves, Allemagne et Pays-Bas, c'est le taux d'emploi. Pour prendre uniquement la population âgée de 15 à 64 ans, le taux d'emploi est en France de 69%, quand il est de 75 à 77% en Allemagne, dans les pays nordiques et scandinaves, et même de 82% aux Pays-Bas. Et où se fait l'écart, où se cristallise cet écart de taux d'emploi? Sur les jeunes, sur les peu qualifiés et sur les seniors. Le taux d'emploi des 60-64 ans est en France de 45%, quand il est de 20 points supérieur en Allemagne et aux Pays-Bas. Donc,
ça justifie en tout cas de s'intéresser, de se poser la question de la pertinence en quelque sorte de réforme des retraites ou d'autres réformes qui viseraient à augmenter les taux d'emploi, dont celui des seniors. Et cette augmentation des taux d'emploi de ces populations, ce n'est pas simplement pour financer les retraites, pour prendre l'exemple des réformes des retraites, c'est pour financer toutes nos ambitions, non seulement en termes de modèle social, dépenses de santé et autres, mais aussi pour contribuer à financer l'école, pour contribuer à financer la justice, pour contribuer à financer la culture, etc. Augmenter les taux d'emploi, ça fait plus de PIB à terme, et plus de PIB, ça fait plus de rentrées spontanément d'IR, d'IS, de TVA, etc. Simplement, ça c'est évidemment une solution, une réponse à moyen et long terme. À court terme, parce qu'on ne décrète pas une augmentation du taux d'emploi d'un claquement de doigts, à court terme, hélas, et on est en phase de discussion budgétaire qui vont donner la teneur en quelque sorte de la sensibilisation de nos candidats à cette problématique. À court terme, il faut envisager une modération des dépenses, dont les dépenses sociales, et certaines hausses de prélèvements. Gilbert, pour revenir à la question à laquelle vous avez évidemment répondu, mais finalement notre devoir c'est de travailler plus. Notre devoir, c'est notre devoir. Ce serait la contrepartie d'un système social redistributif, généreux, etc. etc. Ah mais le choix est très simple. Soit on réduit nos ambitions, et on revient un petit peu sur nos ambitions en termes de modèle social, soit on veut garder nos ambitions en termes de modèle social, mais dans ce cas-là, pour rendre la chose financièrement soutenable, eh bien, il faudra travailler plus, comme le font, encore une fois, les pays nordiques, scandinaves, l'Allemagne, les Pays-Bas, qui ne sont pas des enfers sur terre, que je sache. Aux enquêtes sur la satisfaction et sur le bonheur, ces gens se déclarent spontanément beaucoup plus satisfaits et beaucoup plus heureux qu'en France. Et pourtant, ils travaillent beaucoup plus, du côté des seniors, des peu qualifiés et des jeunes. Gilbert, je passe la parole à Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. On va s'éloigner des réformes qui ont eu lieu, pas eu lieu, de la taxe, etc. Je voudrais interroger le politique et le ministre que vous êtes sur ce lien entre solidarité et devoir. Est-ce que la solidarité implique nécessairement des devoirs ? Le MEDEF a d'emblée dit la solidarité inconditionnelle jusqu'où? Est-ce que ça implique des devoirs? Est-ce que vous estimez que quand on est le bénéficiaire d'allocations, quand on est le bénéficiaire de droits sociaux, on a des devoirs qui conditionnent ces prestations? Politiquement ou philosophiquement même, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, je commençais d'abord par saluer des gens que j'ai plaisir à retrouver. Vous savez que je suis quand même resté longtemps à la SNCF, je l'ai dirigé pendant 6 ans, avant c'était Keolis. Donc je faisais partie d'ailleurs des patrons, donc je connais votre univers. Je sais que c'est difficile d'ailleurs d'être patron en ce moment particulièrement, et j'ai plaisir à retrouver Thomas Buberl qui était un partenaire, Xavier Bertrand, un grand client bien évidemment de la SNCF à travers le TER Hauts-de-France, un des plus importants TER de France, et puis Sophie Boisson, on était collègues, on était membres du COMEX de la SNCF ensemble, donc ça me fait très plaisir de les retrouver. Pour répondre à votre question, oui, il faut des contreparties, bien sûr. La première contrepartie, et c'est le sens d'ailleurs profond d'avoir mis les solidarités avec le travail, c'est que la meilleure solidarité, c'est que les gens qui sont parfois éloignés du travail retrouvent du travail. Ce qui d'ailleurs va dans le sens indiqué par M. Sett. Plus on a de gens qui travaillent, y compris des gens éloignés, mieux on se porte. Donc cette contrepartie d'engagement des gens que l'on aide, parce qu'il faut les aider, à retrouver du travail, elle est importante. La traduction concrète, c'est la loi plein emploi, c'est le RSA. Quand vous êtes au RSA, vous êtes systématiquement demandeur d'emploi. Ce cachant la nature de votre position. On vous installe dans une posture de demander de l'emploi. Donc vous êtes pris après dans la dynamique France Travail, qui est assez efficace. Il y a un accompagnement, il y a des obligations d'ailleurs, voilà, et donc on voit bien que c'est beaucoup plus actif et ça marche. Alors ça peut dépendre des départements. Il y a des départements qui sont plus actifs en matière d'insertion que d'autres, mais les départements qui nous aident, qui complètent l'action de l'État, on a des bons résultats et on voit qu'on arrive effectivement à retrouver du travail avec des gens qui au départ en étaient éloignés. Donc ça, c'est une première forme de contrepartie. La contrepartie, elle est aussi sur l'écosystème, c'est l'efficience.
On a parlé d'argent public, Monsieur Sett nous l'a dit, il faut l'économiser, l'argent public. Dans les entreprises, on appelle ça efficience, plan d'efficacité. On a tous connu ça, comment faire mieux avec moins, autrement dit. Hein, ce sont des thèmes utilisés dans les entreprises. Moi, j'ai mis du contrôle de gestion dans le ministère, donc j'ai appliqué ce que je savais faire, dans des tableaux de bord, des KPI, des indicateurs. Je responsabilise les patrons des services déconcentrés sur leur écosystème local, parce que ça se passe sur le terrain, en matière d'IAE, en matière de mission locale, etc. Et les gens, ils supportent le contrôle de gestion, les KPI et tout ça? Non, ils n'aiment pas trop. C'est soutenable ou pas? Non, C'est pas que ça emmerde les gens à un point extraordinaire. Oui, non, mais il ne faut pas que les emmerde, on est d'accord, mais il faut les responsabiliser. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous distribuez de l'argent public, parce que c'est une formidable machine à distribuer de l'action publique, à faire vivre de l'écosystème, il est normal qu'on vérifie que les organismes à qui on a donné de l'argent public remplissent les objectifs. Pour moi, l'objectif numéro 1, et là encore c'est cohérent à ce qui a été dit en matière d'introduction, c'est le taux d'insertion professionnelle. Voilà, il faut que ce taux d'insertion soit le meilleur possible. Et même, on peut conditionner l'attribution des aides, ou un supplément d'aide, ou moins d'aide, en système de bonus-malus, par rapport à la démonstration que donne l'organisme de sa capacité à insérer les jeunes, les seniors, les gens demandeurs d'emploi, etc. Troisièmement, dans l'écosystème aussi, c'est la qualité, voire la fraude. Là encore, depuis que je suis là, d'abord on a fait voter une loi contre la fraude sociale avec un potentiel de récupération d'1,5 milliard quand même d'argent public, c'est considérable. Et on est prêt, et on l'a fait, on l'a démontré, à fermer des CFA, qui sont des centres de formation pour apprentis, qui ne seraient pas à la hauteur en matière de qualité, voire même en matière de déontologie. On est prêt à aller jusqu'à la fermeture. Voilà, donc je pense que des contreparties, il y en a, et sur les individus, et sur l'écosystème, avec un ministère qui est très à la manœuvre pour obtenir le maximum des budgets qu'on donne. Et en termes de budget, je voudrais le dire aussi, ils sont à la baisse. Moi, en 2 cycles budgétaires, celui que j'ai conduit en arrivant, donc 26, et celui que je prépare pour 27, je joue le jeu. Je suis solidaire de la volonté du gouvernement de baisser le déficit, puisque j'aurais baissé de presque 10 milliards d'euros en 2 ans les dépenses du ministère. Donc c'est pas rien. Donc vous mettez ça d'un côté, donc 10 milliards d'euros budgétairement gagnés, vous mettez la fraude sociale, 1,5 milliard, vous mettez alors l'accord qui a été négocié par les partenaires sociaux, et je sais que le MEDEF a joué un rôle considérable sur les ruptures conventionnelles, 1 milliard d'euros gagnés pour l'UNEDIC. Je me suis battu pour le règlement européen 883 pour le réviser, 800 millions d'euros de gains potentiels. Vous voyez que l'argent, je m'en occupe, et j'allais dire l'argent public, l'argent privé, il faut s'en occuper bien sûr, mais l'argent public peut-être au moins aussi bien, parce que c'est l'argent des Français et on doit y faire attention. Et vous travaillez aussi bien qu'avant avec 10 milliards de moins? On travaille, oui, je pense. Alors, il faut être honnête, c'est un peu moins confortable. Mais sur l'essentiel, sur la focalisation sur l'essentiel qui est l'insertion professionnelle, oui, je peux dire, on travaille aussi bien. L'idée aussi qu'il y a derrière, et c'est un peu le sens d'ailleurs de la question de fond, moi, mon ministère, il fait du social et de l'économique. D'ailleurs, je suis le ministre des employés et des employeurs. Moi, je suis à la charnière des 2 mondes. Il faut faire du social parce que la notion de solidarité, c'est nos valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité, c'est le contrat social de la République. Donc, aller aider les plus démunis, je pense que ça fait partie des missions d'un État. Par contre, il faut les aider de manière dynamique, je le redis. Donc oui, il faut faire du social, mais il faut faire aussi de l'économique. Et je voudrais vous dire, pour que ce soit très clair, et d'ailleurs c'est ma conviction, je l'ai exprimé tout de suite en arrivant, on parle beaucoup des retraites par exemple. Mais les retraites, il faut parler de tout ce qui est avant. Il faut parler du travail, il faut parler de l'emploi. Et si on parle de l'emploi, on parle du développement économique de nos entreprises. Il faut vraiment mettre dans la tête des Français que tout part de là. Que la première étape du raisonnement, même quand on veut faire du social, c'est que les entreprises françaises puissent se développer, ce qui pose des problèmes de compétitivité, etc. Voilà, donc ce logiciel-là, moi je pensais qu'il était acquis, honnêtement. Je peux vous dire qu'au Parlement, il n'est pas du tout acquis. On a un énorme travail à faire pour installer dans la tête d'un maximum de députés que tout part des entreprises, tout part du développement économique des entreprises. Je peux vous dire, il y a du boulot sur ce sujet. Jean-Pierre Farandou, 2 questions, je voudrais une réponse très rapide. Favorable ou pas favorable, hein. Est-ce que vous êtes, je parlais des sujets dans l'air du temps, des indexations des retraites, lesquelles, et puis TVA sociale, augmentation ou pas. La désindexation des retraites, vous êtes favorable ou pas? D'abord, je suis favorable à une réforme du système des retraites. Il faut partir en grand. Voilà, donc mais sur le sujet... Oui, mais je vais répondre. Mais c'est un élément de la réforme. Ce que je veux dire, on parle de désindexation, mais c'est qu'une partie importante, mais d'un grand tout. Ce n'est pas la désindexation à elle seule qui va régler le problème des retraites. Il faut déjà dire ça. Bon. Donc il faut travailler sur les retraites. On sait qu'on a devant nous la nécessité d'avoir une réforme puissante pour rééquilibrer le système des retraites. Donc ça, il faut quand même pas... La désindexation en fait partie.
Enfin, le fait qu'on ait les salaires, par exemple, on n'a pas une indexation systématique des salaires, et on est très content de ne pas l'avoir. Eh bien, sur les retraites, on l'a. Ça peut se discuter. Pourquoi, au fond, on ne traite pas les retraites comme on traite les salaires? Pourquoi il n'y a pas une révision négociée, une espèce de NAO des retraites? Pourquoi il n'y aurait pas une NAO des retraites comme il y a une NAO des salaires? Voilà, je pense que là-dessus, oui, il faut remettre en question ce principe d'une indexation systématique qui est très coûteuse, encore plus en phase d'inflation élevée. Je pense que le système n'a pas les moyens de supporter ça. C'est un sujet aussi de solidarité intergénérationnelle. On l'a vu l'année dernière, hein, d'ailleurs, les actifs nous l'ont dit. L'année dernière, on était parti pour faire une année blanche. Il faut quand même redire les choses. Politiquement parlant, l'intention du gouvernement et donc la mienne était d'assumer une année blanche. Voilà, on voulait désindexer tout. Bon, le Parlement n'a pas été de cet avis, donc on a été battu au Parlement. Notre intention politique, elle était claire. Malheureusement, on n'a pas eu la majorité pour y arriver. Bon, on a bien entendu quand même que les actifs commencent à dire vous faites tout pour les retraités. On n'a même pas réussi à faire une désindexation partielle pour les retraites élevées. Même pas. Le Parlement ne nous a même pas laissé faire ça. De gauche comme de droite, il faut être clair quand même, là aussi, il faut dire les choses. Bon, on a été en échec. Donc voilà, et j'ai entendu aussi que les actifs commencent à dire ouais, tout pour les retraités et nous quoi. Voilà, donc je pense qu'il faut faire attention. Vous avez parlé aussi d'acceptabilité du système. Je pense que l'acceptabilité intergénérationnelle fait aussi partie des sujets dont il faut discuter. La TVA sociale. Il en est question ce matin dans le Parisien. Le patron de Système U en parle. Alors là aussi, il faut remonter. Moi, j'aime bien remonter au quoi avant le comment. Le quoi, c'est les salaires. Salaire net, salaire brut. Voilà. Est-ce qu'on est capable de baisser les cotisations ? Parce que si on y arrive, c'est formidable. Mécaniquement, si on baisse les cotisations, le salaire net va augmenter. Bon. Et on sait bien qu'on a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Bon, les patrons d'entreprise le savent, ils sont au contact des salariés. On sait bien qu'on a un petit sujet de pouvoir d'achat. La vie a beaucoup augmenté ces derniers temps. Et on entend cette aspiration. Et elle est normale. On ne peut pas dire que... Voilà, on l'entend. Bon, salaire brut, salaire net. Salaire magique, ça. Mais l'argent que représentent les cotisations en moins, il faut bien trouver quelque chose pour le remplacer. Voilà, il n'y a pas de baguette magique. Et ce quelque chose, ça va être de la fiscalité. Voilà, si ce n'est pas de la cotise, c'est de la fiscalité. Alors la fiscalité, qui paye et qui paie quoi, qui paie comment? Voilà, alors la TVA est une idée, c'est-à-dire le MEDEF l'a aussi repris dans ses propositions. Moi, je ne suis pas contre. Ça ne suffit pas. Hein. La TVA, c'est 1 point de TVA en plus égale 1 point de CSG en moins. Ça donne à peu près. Donc vous faites 2 points de TVA, vous pouvez baisser la CSG par exemple de 2 points ou une cotise, vous gagnez 2 points sur les salaires. Est-ce que ça change la vie des gens, 2 points 100? Je ne suis pas sûr. C'est bien, personne n'est contre. Mais est-ce que pour autant on a répondu à l'aspiration en termes de salaire des Français? Je ne crois pas. Donc il faut un bouquet. Il faut peut-être de la TVA, on sait qu'il y a une marge de manœuvre possible, c'est discuté quand même, hein, mais bon. Mais il faudra autre chose. Voilà, donc je pense que là-dessus, c'est une belle thématique de travail. Mais attention aux marchands d'illusions. Moi, je fais très attention aux gens qui balancent des illusions un peu en l'air, ce qui n'est pas le cas du MEDEF. La proposition du MEDEF, elle est solide, parce qu'elle est complète. Non, mais voilà, on peut en discuter, mais c'est une bonne base de discussion parce qu'elle est complète. Voilà, elle assume une complétude du raisonnement, alors que de ci, de là, dans l'univers politique, j'entends des fusées qui partent un peu dans tous les sens, mais dont on peut douter de la solidité. Des fusées quand c'est pas des scuds. Christelle Thieffine, patronne de la CFE-CGC, je vous poserai ces 2 questions sur la désindexation puis la TVA sociale, mais avant cela, cette question des droits et des devoirs, est-ce que pour vous c'est un chiffon rouge ou au contraire vous dites bon, on peut parler de tout, il n'y a pas de tabou? Alors à la CFE-CGC, on a l'habitude de dire on a le droit de parler, on a le devoir de parler de tout, et ce n'est absolument pas un chiffon rouge. Mais avant de parler de ses limites, finalement, c'est se dire à quoi sert le modèle social. Eh bien, le modèle social, il sert à tenir un pays socialement et économiquement à chaque fois qu'il y a eu des chaos. Et moi, je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé cet été avec les incendies. Nous nous sommes tous mobilisés pour sauvegarder les entreprises. Et donc, il y a eu beaucoup de solidarité, il y a eu des aides, et ça a été immédiat. Et je peux vous dire qu'autour de la table, il n'y a pas eu une seule personne, un seul participant qui a remis en cause cette solidarité et ces aides qui sont importantes. Et donc, c'est bien ça le sujet aujourd'hui. Donc, on ne peut pas d'un côté dire on a un État-providence qui aiderait trop nos citoyens, les salariés, les retraités, et puis de l'autre côté, à chaque fois qu'on aide les entreprises, il n'y a pas photo. Hein. Donc, je pense que ça, il faut l'avoir en tête. Et ce qui me paraît donc du coup important... Donc, vous nous dites que, pardon de vous interrompre, mais vous dites que l'État doit faire ses devoirs.
Exactement. Donc l'État a fait ses devoirs, mais je suis désolée, mais les partenaires sociaux ont aussi participé à ces réunions. Et donc nous étions partie prenante parce que derrière les entreprises, comme Monsieur le ministre vient de le dire, derrière les entreprises, il y a des salariés, l'économie d'un pays, et tout ça est important. Pour autant, donc les droits et les devoirs ensuite, eh bien ça va être que les entreprises se souviennent qu'en fait on les a aidés, parce que tout ça ce sont les impôts des entreprises mais aussi les impôts des citoyens, c'est la participation, ce sont les cotisations. Quand on parle de chômage partiel pendant cette période-là, eh bien c'est l'UNEDIC qui va payer. Donc il va falloir se souvenir de tout ça. Et finalement, cet exemple, en fait, donne du sens au modèle social et finalement de se dire à quoi sert cette solidarité. Eh bien, elle est là à chaque fois qu'on en a besoin. Et donc, à l'inverse, il ne faut pas la déséquilibrer en permanence. Et donc, avoir ce souci de vision. Et après, les compensations ou ce qu'on peut demander, y compris aux entreprises, c'est de s'en souvenir. Et puis, à toutes celles qu'on a aidées, c'est derrière de garantir l'emploi, de garantir un emploi qui soit correct, à la bonne hauteur, et dans tout son périmètre de responsabilité. Est-ce que les salariés ou les fonctionnaires doivent se souvenir aussi ? Mais vous savez, à chaque fois, on est là tous les jours. On est là, on y pense tous les jours. Et en fait, celui-là, c'est assez étrange. C'est quand on parle de finances, on pense à ces questions-là. Mais vous savez, dans l'entreprise, quand un salarié a une difficulté parce qu'il est malade, parce qu'il y a eu un décès, il n'y a personne, comme pour les entreprises cet été, qui remettent en cause le modèle social. Et on est tous en train de se dire, il faut sauvegarder ce salarié, il faut sauvegarder ses collègues. Pendant le Covid, ça a été un bon exemple. Donc ce n'est pas un sujet de se souvenir ou d'avoir des contreparties, c'est un système qui est normal. Et ça, c'est quand même pour la paix du pays, il me semble. Sur les deux questions que j'ai posées à Jean-Pierre Farandou, sur la désindexation et la TVA sociale, très rapidement, quelle est votre façon de voir les choses? Alors, sur la désindexation des retraites, moi je trouve que c'est toujours le sujet facile de la rentrée, parce voilà, c'est le marronnier qui revient fin août, début septembre, de toujours attaquer en premier les retraités, parce que c'est un sujet qui est très très facile. Moi je trouve que c'est dangereux, parce que on remet en cause finalement quelles sont les contributions des salariés pendant qu'ils travaillent. Donc ça fragilise le modèle. Donc des salariés qui n'y croient plus à cause de ça. C'est pas si facile de s'en prendre aux retraités parce qu'ils votent énormément. Ah oui, tout à fait. Mais ça, cette année, ils vont voter comme des dingues. Et d'ailleurs, pour preuve, il me semble qu'à chaque fois, à chaque rentrée, le sujet de la désindexation est arrivé. Et puis, il me semble que ça n'a pas été mis en œuvre. Surtout quand on en parle avant des élections. Voilà. Ça que... donc là, effectivement, on verra effectivement quels seront les débats politiques. Mais en tout cas, moi, en tant qu'organisation syndicale, ce que je dis, c'est qu'on est en train de fragiliser le système et notre système social. Pourquoi ? Parce que si on parle finalement de désindexer, ça veut dire qu'on ne croit pas dans le système. Ça veut dire qu'on considère que ce modèle social ou la retraite en particulier, ce n'est pas une pension, mais c'est un sujet de solidarité, ce qui n'est pas le cas. Et donc, nous, à la CFE-CGC, je porte l'idée qu'il faut faire la différence et donner du sens dans tous les dispositifs du modèle social. Une retraite, c'est une pension. Quand on a des arrêts de travail, c'est un autre sujet. C'est lié avec le salaire. Quand on a des frais de santé, quand on a une problématique de décès ou de maladie grave, eh bien, c'est une question de solidarité. Vous arrivez dans vos discussions avec le patronat, avec vos interlocuteurs dans les ministères, à bien serrer les choses. Chaque boîte est un sujet, on discute une chose et on ne mélange pas avec l'autre, etc. Vous parvenez à bien serrer les choses parce que c'est à la fois de bonne gestion, de bonne négociation aussi, et ça permet aussi de laisser du grain à moudre. Vous arrivez à serrer comme ça? Alors, l'exercice, je ne vous cache pas, il est difficile, mais alors, pour le coup, moi j'ai une bonne expérience, c'est qu'on a eu là une conférence sociale dont vous avez fait référence qui s'est terminée cet été, mais aussi un conclave sur les retraites, et ça a été l'exercice pendant des mois sur le sujet. Et donc notamment, ce qu'on a assisté, c'est ce que moi je qualifie d'un espèce de paquet de nouilles, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui se croisent, et donc l'idée pour déficeler ce paquet de nouilles, c'est de redonner du sens. La TVA sociale très vite, car l'heure tourne. Alors, l'idée de la CFE-CGC, qui est
peut-être atypique dans le monde syndical, c'est que nous considérons qu'il y a un certain nombre de financements qui est lié à la protection sociale, justement en donnant du sens, qui pourrait être attaché moins au modèle productif et plus sur un sujet de consommation. Mais là où nous, en fait, on se différencie de ce qui a été porté par le MEDEF, c'est de dire de l'attaquer du point de vue concurrentiel et notamment de penser à tous les entreprises qui n'emploient pas en France. Et donc notre idée, c'est effectivement d'avoir une contribution sur le modèle social pour toute la consommation, mais qui n'est pas liée à de la production en France. Et je pense que là, pour le coup, toutes les entreprises françaises, elles ont à y gagner. Merci. Xavier Bertrand. Alors Xavier Bertrand, on a préparé quelque chose ensemble. Vous êtes mon complice dans cette affaire, président du Conseil régional des Hauts-de-France. Vous m'avez dit, vous me posez 4 questions où je réponds par oui ou par non. Vous avez le droit à 1, ne se prononce pas. Et puis ensuite, je vous pose une question à laquelle vous répondrez peut-être plus longuement. Mais ce sont bien vos questions. C'est vos questions et ce sera vos réponses, Monsieur le Président. Faut-il une montée en puissance des régions dans la mise en œuvre de la politique de solidarité, oui ou non? Non. Faut-il augmenter les impôts? Non. Faut-il mettre en œuvre une TVA sociale? Il y a mieux à faire au niveau européen. Faut-il désindexer les retraites? Non, il faut juste avoir le courage de reprendre une réforme des retraites courageuse et juste. Vous nous en parlerez dans une deuxième partie d'entretien. Faut-il une primaire c'était 4 questions, vous aviez dit? Non, mais j'avais dit, faut-il une primaire de la droite et du centre? Non, on n'est pas obligé de refaire les conneries à chaque fois. Êtes-vous candidat à l'élection présidentielle? Je le serai. Vous le serez. C'est pas mal. Pour revenir sur les impôts, ah mais bien sûr. parce que tout le monde dit qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Non, vous avez une prime à la réponse parce que vous avez répondu clair. D'accord. Dans la vie, il y a les diseux et les faiseux. Et je le dis, en politique, on a le droit de faire comme les entrepreneurs. Quand vous êtes dans un domaine concurrentiel, vous n'augmentez pas vos prix, vous baissez vos dépenses. À la tête de la région des Hauts-de-France, 6 millions d'habitants, chaque année, l'État nous fait les poches. 120 millions en 2025, 94 cette année. Je refuse, et tant que je serai à la tête de la région, je refuserai d'appliquer le nouvel impôt, le versement mobilité, qui taxe toutes les entreprises de plus de 11 salariés, 0,15% de la masse salariale. Chaque année, je renonce à 80 millions d'euros de recettes fiscales. Et qu'est-ce que je fais? Je fais comme les entrepreneurs, je baisse mes dépenses. Oui, il est possible d'éviter le réflexe de l'augmentation des impôts. Xavier Bertrand, on parle beaucoup de financement de la solidarité. On envisage des contreparties, on cherche tous les moyens pour ne pas creuser les déficits. Bref, on parle beaucoup de gestion. On est obligé, c'est un sujet où on parle de gestion. Et puis ensuite, on parle de politique. Et donc, on perd la vision. Alors justement, vous m'avez dit, il faudrait peut-être savoir exactement ce que veulent les Français dans ce domaine-là. Alors évidemment, vous êtes dans une région où vous êtes bien implanté, bien installé, vous les connaissez, ils vous disent des choses. Sur la question qui nous préoccupe, contrepartie, prestations, droits et devoirs, qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Est-ce qu'on a des réponses trop technocratiques et que peut-être le bon sens de vos électeurs nous orienterait autrement? Qu'est-ce qu'on a loupé? L'efficacité de la dépense sociale et aussi, on le voit avec l'assurance chômage, le retour au travail. Ces 2 principes-là. On va aller jusqu'au bout. Je pense qu'il faut aussi élargir aussi un peu la vision. La solidarité est indispensable, le collectif c'est indispensable. Et on est à une époque, et les Français ne sont pas contre, où il faut aussi de l'individualisation et de la responsabilité. Il faut les 2. Pendant très longtemps, prenez notre système des retraites, tout le monde connaît les chiffres, 4 actifs finançaient un retraité. Ça tenait. Aujourd'hui, il faut 1,7 actifs pour un retraité. Ça ne peut plus tenir. Est-ce qu'on doit jeter le système de répartition? Non, mais il ne suffit pas. Et donc, il faut aujourd'hui ajouter cet étage de capitalisation en plus. C'est ça la différence. Et après, je propose aussi autre chose, parce qu'on ne peut pas dire oui à tout le monde. Je pense qu'il faut maintenant concentrer la solidarité à 3 moments de la vie. 3. À l'aube de la vie, là où il y a les plus grandes fragilités. Au soir de la vie, parce que c'est toujours pas bien pris en compte, c'est la question du 4e âge. Et entre 2, pour les accidents de la vie. L'aube de la vie, le soir de la vie et les accidents de la vie. Et là, ça vous permet, parce que ça doit être ça aussi la vision d'un pays, d'un chef de l'État, c'est de voir en fonction de ces priorités-là, comment vous transformez le système. Vous restez fidèle aux principes, aux valeurs, mais vous donnez l'efficacité absolument nécessaire. Les premiers jours, les mauvais jours
et les derniers jours. Sophie Boissard, directrice générale de Clariane, vous intervenez dans le secteur de la santé et de la dépendance. Vous venez d'entendre évidemment ce qu'a dit Xavier Bertrand. Est-ce qu'on peut promettre le même niveau de prise en charge quand les besoins explosent dans le secteur de la santé et du grand âge? Les deux sont un peu liés avec la pyramide des âges qu'on connaît. Et est-ce que vous pensez que la prévention, qui est un des grands dada dans votre secteur, est une solution? Alors beaucoup de questions, peut-être les chiffres ont été posés. Aujourd'hui, notre pays consacre une dépense sociale par habitant qui est finalement assez équivalente à celle des autres pays de l'Union européenne, mais nos dépenses de santé rapportées à notre PIB, et on revient toujours sur la question finalement de qu'est-ce qu'on produit collectivement comme richesse et comment et à qui on la redistribue, comme ça a été dit par les précédents intervenants. La part des dépenses de santé dans notre PIB, il faut toujours repartir de là, on est à 12%. La moyenne de l'Union européenne, c'est 10%. Donc il y a 2 points d'écart aujourd'hui. On est déjà très en haut du système. Et quand on regarde la démographie devant nous, il faut toujours repartir de la démographie, eh bien, on aborde une période dans laquelle les plus de 80 ans vont croître dans les 10 ans qui viennent, d'ici 2035, de 40% en nombre. Est-ce que c'est un problème? Je dirais que non, c'est un élément factuel, c'est une bonne nouvelle. En réalité, l'espérance de vie croît et continue de croître. La question sous-jacente, c'est celle à laquelle vous faites allusion, David, c'est finalement dans quel état de santé, en fait, va-t-on vivre ces années de vie supplémentaires qui nous sont données? Et le point vraiment central, c'est qu'aujourd'hui, on n'en a pas pour notre argent. Je le redis, on a un effort de dépenses de santé qui est parmi les plus élevés de l'Union européenne, c'est 12% du PIB, il n'y a que l'Allemagne qui est à notre niveau. Et nos indicateurs de santé publique sont en berne. Et ça, c'est vraiment quelque chose, et on revient sur la question de l'efficacité collective, dont il faut qu'on accepte de regarder très précisément, sans préjugés, sans jugement de valeur d'ailleurs, pour se dire comment on fait mieux. Et un des indicateurs qui est clé, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et cette espérance de vie en bonne santé, elle stagne. En gros, quelqu'un de 60 ans, femme ou homme, il a en moyenne une espérance de vie en bonne santé aujourd'hui d'une douzaine d'années. Ça veut dire que la moitié du temps statistique qui lui reste à vivre va être dans une situation de santé dégradée, dépendance, avec tout ce que ça veut dire en termes de qualité de vie pour lui, et puis en termes de coûts pour le système de santé français. Et puis, c'est là qu'on reboucle avec la question de l'activité, ça explique aussi cette très faible activité des seniors en France, ce taux d'emploi de 40%. Parce qu'en réalité, l'état de santé de la population au-delà de 50 ans n'est pas la meilleure, et en tout cas n'est pas à la hauteur des efforts qu'on y met. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on a très bien fait dans les 30 Glorieuses. On regarde nos atouts. Et nos atouts aujourd'hui, c'est cet immense espoir qui naît de l'avancée des sciences, des gérosciences, sur la compréhension finalement des phénomènes de vieillissement physiologique et de perte de capacité, et sur ce que l'on peut faire en agissant en prévention intelligente, c'est-à-dire en détectant les maladies chroniques invalidantes le plus tôt possible et en travaillant vraiment pour les prévenir. Et si on fait ça, ce que disent aujourd'hui les meilleurs spécialistes, et on a des équipes de renommée mondiale qui travaillent là-dessus, notamment à l'Institut hospitalo-universitaire de Toulouse, on est capable de gagner 10 années d'espérance de vie en bonne santé. Ça, c'est à la fois évidemment un bénéfice considérable pour chacun de nous individuellement, mais c'est aussi un bénéfice collectif et vraiment un élément majeur pour la prospérité du pays. Pour ça, je pense qu'il y a une manière simple d'agir, et on revient sur ce qu'a dit Jean-Pierre Farandou et aussi d'ailleurs Xavier Bertrand, c'est fixons-nous une étoile polaire qui est on va gagner ces 10 années d'espérance de vie en bonne santé dans les 10 ans, dans les 15 ans qui viennent. On l'a fait pour le cancer. En 2002, plan cancer, on part d'un point où la France a des indicateurs de santé en matière de prévention, de lutte, de guérison du cancer qui sont parmi les plus mauvais d'Europe. 20 ans après,
on a complètement renversé la vapeur et on a vraiment aujourd'hui des performances en termes de... Le cancer est en train de se chroniciser et on fait chaque jour des progrès thérapeutiques remarquables avec des acteurs français. Il faut qu'on fasse la même chose sur la longévité en santé. C'est à la fois un enjeu de santé publique, c'est un enjeu presque de choix de société, en réalité. Arrêtez de se dire, de regarder avec commisération ces années de vie supplémentaires qu'on a la chance d'avoir pour en faire des années de vie active, qualitative, et pour faire ce qu'ont fait les Néerlandais. Merci. Thomas Buberl, j'ai dans les mains un livre que vous co-signez avec Étienne Gernel, c'est paru chez Flammarion. Ça parle d'Europe. Le titre, c'est « Il suffit de s'aimer ». Page 122. Vous évoquez le courage d'Alexis Tsipras en Grèce de s'être attaqué aux dépenses publiques de son pays. Et vous ajoutez « Reste le cas français, le seul pays d'Europe probablement à n'avoir pas essayé depuis longtemps, essayer de réduire ses dépenses vraiment. Le problème en France n'est pas encore de rééquilibrer le contrat social en faveur de plus de liberté, mais de rééquilibrer les comptes et même de commencer à le faire. Il est loin le temps où Raymond Barre, Premier ministre, osait dire « La France vit au-dessus de ses moyens ». Aujourd'hui, ils sont peu nombreux à oser évoquer autrement qu'en psalmodiant des prières le très vénéré modèle social français. René Obermann évoquait la notion terrifiante pour un politique de sacrifice. Ce gros mot a pourtant été prononcé en France par un président de la République, le général de Gaulle. Thomas Buberl, estimez-vous que les Français ont des droits mais font peu de sacrifices? Je pense que le seul sacrifice qu'on doit maintenant vraiment faire et considérer est de prendre notre responsabilité. On a fait trop long la posture de se reposer sur le dos de l'État. Je vous donne dans le domaine de santé qu'on n'a pas encore évoqué un exemple personnel. L'autre jour, j'ai eu une petite intervention, je vais à la pharmacie et la dame me donne un sac de médicaments. J'ai juste demandé une petite boîte de Doliprane. Après, je vous dis, bon, je vous dois combien? Elle me dit rien. Et après, je reviens l'autre jour, après l'intervention, et je lui redonne le sac parce que je n'ai rien utilisé. Elle me dit, ah, désolé, je ne peux plus utiliser, je dois jeter. Ça, quand même, ça appelle à la responsabilité de chacun et chacune de réfléchir de quoi on a vraiment besoin. Ou, sur cette intervention, j'ai fait, c'est ce que j'ai voulu. J'ai demandé jamais, ça coûte combien, qui peut m'autoriser mon parcours de soins. Et si on prend tous plus de responsabilités, si on fait tous nous-mêmes, fait attention au coût, c'est là où le sacrifice commence. Est-ce que vous imaginez que... Est-ce que vous imaginez, Thomas Buberl, question qu'on n'avait pas prévue, mais enfin elle se pose, qu'on puisse dire bon, on vous rembourse en fonction de vos revenus? Non, la santé, par exemple, ce n'est pas une question de revenus. Alors, on peut dire qu'il travaille beaucoup et dur et moins en bonne santé, mais ce n'est pas vrai. Je veux dire, le contrat social est basé sur le fait qu'on vit ensemble et il y a quelques-uns qui ont plus de chances que d'autres et tout le reste est là pour aider ceux qui sont moins fortunés, qui ont moins de bonne santé. C'est pourquoi je suis totalement contre l'idée de lier les dépenses de santé à son revenu. Quelle place pour l'assurance privée dans le financement de la solidarité et du grand âge? Non, l'assurance joue un rôle extrêmement important dans la solidarité d'un pays. Je vous donne deux chiffres qui sont quand même assez remarquables. On finance en tant que secteur 35 milliards de dépenses de soins et à peu près 20 milliards de prestations de retraite complémentaires. Ça veut dire que ce n'est pas des petits chiffres. L'assurance joue un rôle clé dans la question de la cohésion sociale et de la diversification sociale. Et beaucoup de fois, on fait, à mon avis, beaucoup trop de distinction entre l'État et les assureurs. Parce qu'on a peur qu'il y a une posture de concurrence. Non, il y a une posture de complice, de partenaire, de travailler ensemble. Prenons par exemple le sujet de la dépendance. Aujourd'hui, on a soit le choix de rester chez soi
ou d'aller dans un établissement de Sophie ou son concurrent qui coûte très cher. On n'a jamais réfléchi, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour garder les gens à la maison? Et je pense que c'est ça où le secteur privé et le secteur public peuvent travailler ensemble et peuvent utiliser leur expérience, les mêmes principes. Et ça se fait malheureusement pas suffisamment, beaucoup de fois à cause des raisons idéologiques que je ne comprends pas. Mais soyons clairs, le défi qu'on a, et c'est notre plus grand risque qu'on a, comment on peut éviter une explosion sociale. Cette question de la cohésion sociale, de la question de la solidarité nationale qui a fait le pays, la France, qui est aujourd'hui, vous dites que nous sommes le plus pauvre des riches. Oui, mais nous sommes un pays qui a une grande cohésion nationale, qui a une grande cohésion intergénérationnelle, et de garder ça ensemble, de soigner cette question, comment on peut faire face au vieillissement, comment on peut faire au fait que les jeunes pensent que les vieux dépensent leur argent et qu'on a vraiment un consensus de la solidarité nationale et de la solidarité intergénérationnelle. C'est notre plus grand risque, mais c'est aussi notre plus grande opportunité. Mes amis, il nous reste 5 minutes, vous êtes 6, c'est insupportable. Est-ce que j'ai du rab ou pas? Est-ce que Nicolas Rossignol, il me donne un peu de rab ou pas du tout? Pas du tout, Nicolas, j'en étais sûr. Bon, alors, excusez-moi, mais il va falloir conclure. Donc, ce que je vous propose, c'est Jean-Pierre Farandou, à quoi on ne touche pas absolument? À quoi on ne touche pas? Vraiment, alors vous avez vu un peu la discipline de fer qui règne ici. Un peu de la solidarité, ça on n'y touche pas. Ça a été dit très bien aussi par plusieurs participants et Thomas vient de le faire. Nous sommes un pays solidaire, la solidarité est essentielle. Donc le principe de la solidarité, c'est le pacte républicain, c'est la République, liberté, égalité, fraternité, on ne touche pas. Les modalités, les systèmes sont discutables, le principe ne l'est pas, parce que nous faisons nation grâce à ça. Merci. Christelle Thieffine, qu'est-ce qu'on peut toucher? Quel est le tabou auquel vous acceptez de vous en prendre? J'inverse la question. Alors, allez, un seul. Un seul. En fait, pour la CFE-CG, il n'y a pas de tabou. Alors, le sujet de la capitalisation, vous en avez parlé, donc nous, c'est un sujet sur lequel nous sommes capables d'y aller. Si on donne du sens, nous, en fait, il n'y a pas de tabou à chaque fois qu'on donne du sens. Donc la capitalisation, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. C'est le plus brûlant. Voilà, après, plus brûlant. Pour nous, alors moi, je veux quand même inverser la réponse. Allez. Je veux dire, le sujet sur lequel nous, CFE-CGC, nous n'irons pas, et sur lequel nous avons le courage de le dire, c'est arrêtons de toucher et de faire des dispositifs ou la réforme de trop qui serait celle qui touche essentiellement les classes moyennes. Il faut absolument défendre ceux qui contribuent beaucoup à notre système social, parce que sinon il ne tient plus. C'est-à-dire qu'on contribue, il faut pouvoir toucher les fruits de cette contribution, sinon nous perdons le sens de la solidarité et nous aurons un pays qui n'est plus enclin à être favorable. Gilles Berset, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, en 2 mots? Comme ça a été très bien dit par Jean-Pierre Farandou, je crois qu'il ne faut pas toucher au principe de la solidarité. Mais si on veut ne pas toucher au principe de la solidarité, il va falloir réfléchir, dans notre réflexion sur les dépenses sociales, à certains aménagements, certaines transformations. Dans le débat public, il y a la question, par exemple, du reste à payer. Quand on se compare aux autres pays européens, dans lesquels existe aussi une solidarité, le reste à payer est très avantageux pour l'individu, pour le ménage en France, mais particulièrement coûteux. Donc ces réflexions, il faut les avoir pour ne pas avoir à remettre, hélas, en cause un jour notre système de solidarité. Sophie Boissard. Préserver notre système de solidarité, qu'il faut éventuellement en revoir les modalités. Sophie Boissard, pardon. Même question? Bah oui. Je pense qu'il ne faut pas toucher à ce qui constitue le pacte même que chaque citoyen, que chaque personne puisse avoir accès au meilleur des soins lorsqu'elle a un problème grave, qu'on soit pauvre ou riche, qu'on habite dans une grande ville ou à la campagne. Étrangers compris. On doit pouvoir avoir accès à partir du moment où on est couvert par le système de santé. On doit pouvoir avoir accès, de ne pas y avoir une médecine à 2 vitesses. Ça me paraît un élément important. Deuxième chose, on n'a pas parlé du tout, les enfants.
Je pense qu'on a vraiment aujourd'hui un investissement collectif à faire dans la santé des enfants, l'obésité infantile, la santé mentale des enfants, notamment les risques aujourd'hui sur tous les troubles comportementaux. On est vraiment en train de se préparer, si on abandonne en fait ce focus-là, on est en train de se préparer des générations avec des très gros problèmes. C'est l'avenir du pays qu'on met en cause. C'est les premiers jours de la vie de Xavier Bertrand. Et exactement, et c'est un enjeu évidemment pour les familles, pour l'ensemble. Le problème, ce à quoi il faut toucher, c'est il faut faire comme on fait en entreprise. On a aujourd'hui un environnement technologique, un environnement scientifique, une organisation sociale qui a radicalement changé. Il faut retravailler la manière de produire ces services et cette couverture. Thomas Buberl, qu'est-ce que vous changeriez, vous qui êtes à la fois français, suisse, allemand, assureur, président, auteur d'un bouquin, auteur de livres avec Étienne Gernel, il suffit de s'aimer. Pas facile, hein, toujours de s'aimer. Qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous jetez dans le système français? Pour moi, c'est pas la bonne question. La question est... Merci infiniment, c'est sympa. Parce qu'on a eu cette question depuis 10 ans. Parce qu'après, j'ai Xavier Bertrand, il va me faire une tête au carré, je le sens. Au lieu de se dire qu'est-ce qu'il faut toucher, pas toucher, il faut accélérer. Parce que plus qu'on discute, plus qu'on perd de temps. Bon, ben alors taisez-vous. Alors, je blague, terminé. Thomas. Sinon, vous ne viendrez plus à Radio Classique. Okay. Terminé. Alors, je vous donne une idée par pays de mon origine. Alors, l'idée allemande, c'est la retraite par capitalisation obligatoire. L'idée suisse, il faut accélérer la succession. Aujourd'hui, on a un héritage de ses parents ou grands-parents à l'âge de 60. Plus vite, meilleur investissement après. Xavier Bertrand, est-ce que vous êtes prêt à soutenir Thomas Buberl si les Français veulent un président allemand? Oui, mais dans 5 ans seulement. Vous vous ralliez, dans 5 ans seulement. Alors, je vous donne la parole en dernier, Xavier Bertrand, parce que vous aviez... Je peux revenir sur ce qu'a dit Thomas? Pardon? Je peux revenir sur ce qu'a dit Thomas? Ben oui, bien sûr. C'est difficile de s'aimer, mais il faut refuser de se détester. Ouais. Parce que fraternité, c'est certainement le mot le plus oublié de la devise républicaine, mais ça a du sens. Et je voudrais dire juste une chose aujourd'hui. On a parlé de solidarité devant les entrepreneurs. Cet après-midi, vous avez invité Jean-Luc Mélenchon. Il doit dénoncer les propos de Manon Aubry, députée européenne de LFI. Ces propos sont scandaleux. Ces propos relèvent du cynisme politique. Mais ces propos sont aussi une incitation à la haine. On ne met pas une cible dans le dos de familles d'entrepreneurs français dont on a besoin en France. À lui de dire très clairement que ça n'est pas la position de Jean-Luc Mélenchon. Bien. On va terminer. Je sais que je brûle, je vais me faire gronder par Nicolas Rossignol, mais là, je pense que vos réponses vont être ultra courtes. Cher David, puisque c'est sous le signe du courage. Cher David, tu sais quoi? Vraiment, c'est fini. Je ne suis pas gaulé pour t'en coller une, mais ne m'en veux pas. Je suis tenu par un agenda qui est tellement riche avec d'autres intervenants qu'ici, on va tous saluer ta prestation qu'on adore tous. Je veux quand même David saluer Abiker et ses invités, s'il vous plaît. Je veux saluer des gens qui ont du courage ici ce soir. Merci beaucoup. Cet après-midi. Je suis passé tout à l'heure devant le stand des URSSAF. Ah. Ils ont un stand. Eh bien, pour moi, le vrai courage, c'est quand on bosse aux URSSAF et qu'on vient à la rencontre des entrepreneurs de France et que le stade n'est pas ravagé et qu'on tient bon. Salutations aux URSSAF. Salut David Abiker. Applaudissez fort David Abiker que vous retrouvez avec la même